Dans cette partie du cours, nous allons voir quelques propriétés que possèdent l'érosion et la dilatation, des propriétés mathématiques, et nous verrons comment ces propriétés nous permettent de mettre en œuvre certaines optimisations de calcul d'érosion et de dilatation. Alors la première propriété importante que nous verrons sur la dilatation est qu'elle est associative, c'est-à-dire que l'on dilate l'image A par la dilatation de l'élément structurant B et C, revient à la même chose que dilater l'image A par l'élément structurant B, puis dilater le résultat par l'élément structurant C. On peut donc ainsi, si l'on note le fait de dilater n fois l'élément structurant B par lui-même comme NB, eh bien, nous pouvons noter A dilaté par B dilaté par B dilaté par B comme A dilaté par NB. Alors, l'intérêt de cela est que, au lieu de faire ici n dilatation de l'intégralité de l'image par l'élément structurant B, eh bien, on peut précalculer l'élément structurant NB et ensuite dilater l'image A par cet élément structurant NB. Selon l'élément structurant que l'on aura, eh bien, il peut être parfois très simple de calculer NB sans même réaliser des dilatations. On peut par exemple, dans le cas de gamma 8, eh bien, N gamma 8 représente en fait simplement un carré de pixels de taille de côté 2n plus 1. Donc pour certains éléments structurants E, il est possible de calculer NE sans passer par le processus de dilatation successive. Alors c'est possible quand l'élément structurant a une certaine structure plutôt régulière et qu'il est possible d'anticiper la forme qu'il aura après n dilatation par lui-même. Les deux éléments structurants dont on va se servir et qui ont cette propriété sont gamma 4 et gamma 8. Alors dans un premier temps, nous allons regarder gamma 4 et nous allons regarder les formes de 2 gamma 4, 3 gamma 4, 4 gamma 4, etc. Alors gamma 4, nous allons mettre en rouge les pixels à 1 et nous laisserons en blanc les pixels à 0. Voilà donc gamma 4. Il s'agit donc d'un pixel, ici le pixel central de notre image, entouré de ses 4 voisins en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà gamma 4. Si l'on calcule maintenant 2 gamma 4, qui est donc égal à gamma 4 dilaté par gamma 4, on va en fait regarder pour chaque... Alors, une dilatation par gamma 4, les points qui sont déjà à 1, donc qui sont déjà en rouge, restent à 1, puisqu'il s'agit d'un maximum. Un maximum entre des points soit 0, soit 1. Et un point qui vaut 1, lorsqu'on va faire le maximum avec d'autres points, y compris lui-même, il va forcément rester à 1. Donc la dilatation de gamma 4 par lui-même va simplement modifier des pixels qui sont à 0 et va les faire passer à 1. Alors parmi les pixels à 0, nous allons regarder tous ceux qui sont à côté d'un point déjà rouge. Et nous allons les marquer d'une croix rouge pour dire qu'ils passeront à 1. Donc par exemple, ce pixel, si l'on positionnait le centre de gamma 4 sur lui, donc on va dessiner ici un gamma 4, ça va rendre le travail plus simple. Voilà, un gamma 4, avec l'origine qui est au centre. Donc, si l'on met gamma 4 sur ce point, on voit que l'élément structurant recouvre donc des points à 0 en blanc et des points en rouge. Donc le maximum sera 1 et donc ce point voit sa valeur passer à 1. En fait, tous les points du complémentaire qui sont
à côté, c'est-à-dire qui ont un de leurs voisins à gauche, à droite, en haut, en bas d'un point rouge, vont passer à 1. Voici tous les points qui vont passer à 1, je les parcours tous. Voilà, tous ces points vont passer à 1. Les points qui sont à côté d'un point rouge, mais en diagonale, eux ne vont pas passer à 1, puisque leur élément structurant ne recouvre pas des éléments déjà à 1 dans l'image. Donc 2 gamma 4 va donc nous donner ceci. Ici, ici, là, ce pixel, ce pixel, ce pixel. Et enfin, ce pixel passe tous à 1. Donc on obtient toujours une forme de losange, mais un peu plus grande. Nous allons voir pour 3 gamma 4. Donc 3 gamma 4, c'est égal donc à gamma 4 dilaté par gamma 4 dilaté par gamma 4. Gamma 4, gamma 4 dilaté par gamma 4, c'est 2 gamma 4. Donc finalement 3 gamma 4, c'est 2 gamma 4 dilaté par gamma 4. Donc nous reprenons notre forme et nous allons voir tous les pixels qui passent à 1. Il s'agit de tous les pixels du complémentaire qui sont à gauche, à droite, en haut ou en bas d'un pixel déjà à 1 dans notre forme. Voici tous les pixels qui vont passer à 1. Je les parcours en ce moment avec la petite croix. Voilà. Nous allons donc avoir pour 3 gamma 4 tous ces pixels qui passent à 1. Voilà. Je vous laisse maintenant essayer de dessiner 4 gamma 4. Donc mettez la vidéo sur pause et essayez de dessiner 4 gamma 4. Voici la réponse pour 4 gamma 4. Il s'agit toujours d'un losange mais qui grandit petit à petit. Donc voilà 4 gamma 4. Si l'on regarde attentivement, nous avons en fait un losange donc de côté 9, c'est-à-dire 2 fois 4 moins 1. Donc, ou un diamant si l'on préfère. En tout cas, on pourra dire que n gamma 4 sera un losange. Je mets ce terme entre guillemets puisqu'il s'agit plutôt d'un losange discret. Oups, pardon. Voilà. Donc ce sera un losange qui sera qui est même pas le qui, un losange, excusez-moi, de côté 2n moins 1. Donc gamma 4 était bien un losange de côté... pardon, c'est pas moins 1, excusez-moi, je me trompe. C'est une erreur bête, c'est 2n plus 1, et non pas moins 1. Donc qui sera un losange de côté 2n plus 1. Voilà. Donc une propriété à connaître, n gamma 4 est donc un losange de côté 2n plus 1. Comme on avait vu, gamma 4 était un losange de côté 3, 2 gamma 4 était un losange de côté 5, 3 gamma 4 était un losange de côté 7, et 4 gamma 4 est bien un losange de côté 9.
Voilà la règle pour précalculer en fait les éléments structurants de type n gamma 4 qui sont de plus en plus grands. On n'a pas besoin donc de passer par une dilatation successive des éléments, on peut les précalculer. Et donc ça veut dire que lorsque l'on devra calculer i dilaté par exemple, gamma 4, puis par gamma 4, puis n fois gamma 4, on pourra préformer le n gamma 4 et dilater, faire une seule dilatation de notre image par ce n gamma 4 que l'on pourra précalculer. Alors, si l'on revient maintenant, enfin si l'on se tourne maintenant vers gamma 8, donc gamma 8 c'est un carré. Je mets ici les pixels du carré en rouge. Voilà, et je dessine en vert gamma 8. Avec ce pixel central. Donc si je veux faire, donc voilà pour gamma 8. Si maintenant je veux calculer 2 gamma 8, qui est la dilatation de gamma 8 par lui-même, eh bien, un pixel qui est déjà à 1, c'est-à-dire en rouge dans mon élément structurant, restera à 1, puisque gamma 8 consiste à faire un maximum du pixel avec d'autres valeurs. Or ici, on est dans une image binaire, c'est soit 0, soit 1. Donc les pixels à 1 resteront à 1 pendant ce processus de dilatation. Ce sont les pixels à 0 qui nous intéressent ici. Et en fait, les pixels situés au-dessus ou à gauche d'un pixel déjà à 1 vont bien passer à 1, puisque lorsque l'on déplace l'élément structurant gamma 8 sur ces pixels, on voit qu'il recouvre une partie des pixels déjà à 1. Voilà. Mais en plus, ici, les pixels aussi situés à côté d'un pixel déjà à 1, mais en diagonale, donc les pixels à 0 situés à la diagonale d'un pixel déjà à 1, vont eux aussi passer à 1, puisque dans ce cas, l'élément structurant recouvre bien une partie de pixels déjà en rouge. Donc quand on va faire le maximum, on aura bien un 1 dans notre maximum. Donc là, tout pixel en contact, que ce soit par un côté ou par un sommet avec un pixel déjà à 1, donc tout pixel à 0 en contact avec un pixel déjà à 1, va passer à 1. Ce qui fait que 2 gamma 4 sera un carré plus large et voilà. On peut faire de même pour 3 gamma 8, qui est égal donc à 2 gamma 8 dilaté par gamma 8. Et l'on trouvera un carré encore plus large de côté 7. Voilà. Donc si l'on regarde la taille que l'on a ici, on a 2 fois 3 plus 1. Donc, on pourra dire que n gamma 8 est un carré de côté
de côté 2n plus 1. Et donc, de nouveau, si l'on doit dilater une image par n gamma 8, eh bien on pourra précalculer ce n gamma 8 et le préformer, et ainsi faire qu'une seule dilatation. Il ne sera pas nécessaire de passer par des dilatations successives. Voilà, on pourra ainsi définir des éléments structurants sans avoir à les calculer explicitement par des dilatations successives. Alors n gamma 8, on pourra aussi parler d'une boule en connexité 8 de côté de taille n, et n gamma 4, on pourra parler d'une boule en connexité 4 de taille n. Néanmoins, on n'en parlera pas dans ce cours explicitement, mais c'est un terme que vous pourriez rencontrer plus tard. Donc, plutôt que de faire n dilatations sur l'image A, qui peut être une grande image, on peut faire n-1 dilatation de B, puisque pour calculer NB, on dilate B par lui-même n-1 fois. Donc ça, c'est généralement petit. Et ensuite, une seule dilatation sur l'image A, donc ce sera plus rapide. Et en fait, en précalculant NB, on peut vraiment avoir un résultat beaucoup plus rapidement. Alors, on n'a pas la propriété d'associativité pour l'érosion, on ne va pas y passer trop de temps, mais si l'on imagine que l'on a A, donc l'image montrée au centre, et à gauche l'élément structurant B, l'élément structurant C, eh bien A érodé par B revient donc à faire le minimum pour chacun des pixels de A, le minimum entre le pixel, son voisin de gauche et son voisin de droite, donc en fait tous les pixels de A situés sur un bord gauche ou un bord droit vont, étant donné que dans l'un de leurs voisins ils sont 0, vont passer à 0. Donc ces pixels, quand on regarde le minimum du pixel de son voisin de gauche et de son voisin de droite, on n'a que des 1, donc les pixels de ces deux rangées resteront à 1. Ceux des deux rangées extérieures passeront à 0. Et enfin, pour la dilatation par C, c'est le même raisonnement, sauf que l'on regarde le voisin du dessus et le voisin du dessous. Donc les pixels situés sur les rangées supérieures et inférieures vont passer à 0, tandis que les pixels situés sur les deuxième et troisième rangées de l'objet vont rester à 1. Voilà donc le résultat de A érodé par B, puis érodé par C. Or, B érodé par C donne l'ensemble vide. Donc A érodé par l'ensemble vide donne l'intégralité de Z2, tous les pixels sont allumés, ce qui n'est absolument pas égal à A érodé par B, puis érodé par C, d'où l'absence de la propriété d'associativité pour l'érosion. Alors cependant, pour l'érosion, et on la possède évidemment pour la dilatation étant donné son associativité, on possède une propriété qui s'appelle la décomposabilité. Alors, cette propriété dit que si l'on érode l'image A par un élément structurant qui est la dilatation de B et de C, eh bien on peut éroder A par B et éroder le résultat par C. Alors, quelle utilité cette propriété nous amène? Imaginons que l'on ait une image A représentée ici, mais comme une petite image, mais qui est en fait très grande. Et donc on ne peut pas charger complètement en mémoire l'image A. Cependant, on doit faire l'érosion de A par D. Pour cela, il faut normalement charger entièrement en mémoire l'image A pour faire ensuite tourner l'érosion. Cependant, on remarque que D est le résultat de la dilatation de B par C. On peut vérifier en prenant l'élément structurant B et en dilatant chacun de ces pixels par C, puis on se retrouve pour chacun des pixels à 0 à faire le maximum entre son voisin du dessus, qui est à moins l'infini, le pixel lui-même, qui est 0, les pixels en dessous qui vaut 1, donc les pixels à 0 de la rangée supérieure vont passer à 1, et les pixels à 0 de la rangée inférieure vont aussi passer à 1. Donc B dilaté par C donne bien l'élément structurant D. La propriété nous dit donc que éroder A par D revient à éroder A par B, puis par C.
ou inversement, éroder A par C, puis par B. Alors, l'intérêt est le suivant. On remarque en fait que l'élément structurant B ne regarde pour chaque pixel que son voisin de gauche et son voisin de droite. Donc pour calculer le minimum d'un pixel par rapport à l'élément structurant B, donc pour faire l'érosion d'une image par rapport à l'élément structurant B, eh bien, on a besoin pour chaque pixel que des pixels situés sur la même ligne. Et réellement, on n'a besoin que du pixel situé à gauche et du pixel situé à droite. On peut donc en fait éroder l'image, si on doit éroder une image par B, on peut réaliser cette érosion en ne chargeant l'image que ligne par ligne, puisque l'érosion par B fonctionne sur les pixels d'une même ligne. Le même raisonnement s'applique pour C, cette fois-ci par rapport aux colonnes. Si l'on doit réaliser une érosion d'une image A par l'élément structurant C, eh bien, étant donné que l'élément structurant C ne fait des opérations pour chaque pixel que par rapport à son voisin du dessus et son voisin du dessous, eh bien, on pourra charger l'image A colonne par colonne. Donc, si l'on a cette image A qui, on imagine, est beaucoup trop grande à charger dans la mémoire de notre ordinateur, eh bien, on pourra décomposer, donc on aura donc un module d'érosion par B et un module d'érosion par C. On pourra décomposer notre image ligne par ligne et charger dans la mémoire de notre ordinateur que chaque ligne les unes après les autres, ainsi économiser de la mémoire. On calcule l'érosion de chaque ligne indépendamment les unes des autres, on peut aussi les faire en parallèle. Puis ensuite, le résultat, on le décompose colonne par colonne et on fait une érosion par C. On envoie chaque colonne au module d'érosion, indépendamment les uns des autres, soit l'un après l'autre, soit en parallèle. Et à la fin, on obtiendra le résultat de A dilaté par D. C'est-à-dire A dilaté par... on obtiendra le résultat de A érodé par D. C'est-à-dire le résultat de l'érosion de A par gamma 8. Alors la dilatation respecte aussi la propriété de décomposabilité. Néanmoins, un point important sur lequel attire l'attention pour la propriété de décomposabilité pour l'érosion, c'est qu'en général, il est difficile de trouver deux éléments structurants tels que l'un dilaté par l'autre donne notre élément structurant. Ça marche pour gamma 8, mais ça marche pas pour de nombreux éléments structurants. Une autre propriété importante de l'érosion et de la dilatation est la dualité. Alors la dualité que l'on a vue au TP précédent nous dit que si l'on pose I exposant C de X, où I est une image, comme moins I de X, c'est-à-dire que l'on inverse tous les niveaux de grille de l'image, donc en TP, comme on ne pouvait pas multiplier par moins 1 les valeurs d'une image, on faisait 255 moins l'image, pour prendre donc son complémentaire, son négatif. Donc I exposant C peut être vu comme le négatif de l'image I. Eh bien, la dilatation de I par un élément structurant E est égal à prendre l'inverse de l'image I, l'éroder par E chapeau et reprendre l'inverse du résultat. Je reviens en arrière. Cela tient aussi pour l'érosion. Faire l'érosion de I par un élément structurant E revient à faire l'inversion de l'image I, donc prendre le négatif de l'image I, faire la dilatation de ce négatif par E chapeau et réinverser encore le résultat. Donc si l'on code un module de dilatation, on pourra facilement coder un module d'érosion qui consistera à inverser l'image d'entrée, appeler le module de dilatation et réinverser le résultat.
On peut donc ne coder qu'une dilatation ou qu'une érosion et coder l'autre transformation avec la propriété de dualité. Ainsi, si l'on fait un long travail d'optimisation sur le module de dilatation, nul besoin de le refaire pour le module d'érosion, puisque le module d'érosion appellera le module de dilatation. Alors maintenant, pour les propriétés suivantes, on va devoir définir une relation d'ordre entre les images en niveau de grille. Donc on considère deux images I et J, qui sont des images d'un domaine A, donc d'une certaine taille, une certaine dimension A, à valeur dans un intervalle B, en général 0, 255. Dire que l'image I est plus petite que l'image J, c'est de dire que chaque pixel de l'image I est plus petit que chaque pixel de l'image J à la même position. Donc on regarde les pixels de I et de J 2 à 2, en prenant à chaque fois les pixels à la même position, et I sera plus petit que J si les pixels de I à une certaine position sont plus petits que, pour chaque pixel P, la valeur de P dans l'image I est plus petite que la valeur de P dans l'image J. C'est une relation d'ordre partiel, ce qui signifie que certaines images ne sont pas comparables. On ne peut donc pas, pour certaines images, décider si I est plus petit que J ou I plus grand que J. Donc nous venons de dire que certaines images étaient comparables et d'autres n'étaient pas comparables. Donnons un exemple. À partir d'une image I, faite tout simplement de 4 pixels, nous allons comparer I avec une image de même dimension. Donc il faut évidemment, pour que deux images soient comparables, d'après notre définition, qu'elles aient la même taille, c'est-à-dire le même nombre de pixels, la même largeur, la même hauteur. Donc imaginons une image I avec des valeurs ainsi choisies. Je propose à côté une image A. Une image B. Et enfin, une image C. À vous de dire la relation qui relie I et A, I et B, et I et C. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause quelques instants pour répondre à cette question et dire entre I et A laquelle est la plus grande, entre I et B laquelle est la plus grande, et entre I et C laquelle est la plus grande. Donc, entre I et A, eh bien, si l'on observe, chaque pixel de I est inférieur ou égal à chaque pixel à la même position de A. Donc nous avons 45 et 45. Nous avons 56 et 59, donc une valeur plus importante pour A. Nous avons 81 et 92, pardon, donc une valeur aussi plus grande pour A. Et enfin, 70 et 75, une valeur plus grande pour A. Donc à chaque fois, les pixels de A sont supérieurs ou égaux aux pixels de I à la même position. On pourra donc dire que I est inférieur ou égal à A. Maintenant, pour I et C, eh bien, nous voyons que nous avons pour le premier pixel C29 qui est plus petit que le pixel à la même position dans I. Pour le deuxième, nous avons 56 qui est inférieur ou égal, donc ici égal au pixel à la même position dans l'image I. Ensuite, pour le troisième pixel, nous avons 80 qui est plus petit que 81, c'est-à-dire le pixel à la même position dans l'image I. Et enfin, nous avons 2 qui est plus petit que 70, le pixel à la même position dans I. Donc, concernant I et C, nous allons pouvoir dire que I est supérieur ou égal à C, puisque chaque pixel de I est plus grand ou égal
que le même pixel, donc à la même position dans l'image C, qui a une valeur plus importante. Enfin, pour I et B, alors pour I et B, si l'on regarde, nous avons d'abord 45, qui est ni plus petit ni plus grand, donc qui est égal. Nous avons ensuite 37, qui est plus petit que 56, donc B pourrait être inférieur ou égal à I. Nous avons aussi 71. 71 qui est plus petit aussi que 81, le pixel à la même position, la valeur du pixel à la même position dans I, donc B pourrait bien être plus petit que I, mais nous avons aussi 87 qui est plus grand que le pixel à la valeur du pixel à la même position dans l'image I. Donc B possède certains pixels plus petits que I et d'autres pixels plus grands que I. Donc I et B ne sont pas comparables. On ne peut pas dire que l'un soit plus grand que l'autre. Voilà. C'est donc cet inférieur ou égal ou supérieur ou égal est une relation d'ordre partiel, ce qui signifie que certaines images ne peuvent pas être comparées. Alors, la dilatation et l'érosion sont toutes les deux des opérateurs croissants du point de vue de l'image. C'est-à-dire que si une image A1 est plus petite qu'une image A2, alors le résultat de la dilatation ou de l'érosion de A1 par E sera plus petit que le résultat de la dilatation ou de l'érosion de A2 par E. La propriété d'extensivité que l'on avait un peu vue, on n'avait pas vu, mais qui s'explique par rapport à ce que l'on avait vu sur le chapitre de l'érosion et de la dilatation, nous dit que si l'élément structurant contient l'origine, eh bien, on est sûr que la dilatation augmente ou laisse inchangés les niveaux de gris de l'image A, et l'érosion diminue ou laisse inchangés les niveaux de gris de l'image A. Donc, si l'élément structurant contient l'origine, la dilatation est extensive, c'est-à-dire qu'elle augmente les valeurs de l'image résultat par rapport à l'image d'origine, et l'érosion est anti-extensive, c'est-à-dire qu'elle diminue les niveaux de gris du résultat par rapport à l'image d'origine. Comme on avait pu voir, si l'élément structurant ne contient pas l'origine, on se retrouve parfois, on se retrouve en tout cas tout le temps à faire des maximums ou des minimums sans inclure la valeur de notre pixel même, et ceci peut à ce moment-là augmenter la valeur du pixel ou la diminuer. Et donc, on obtiendra, dans le cas où l'élément structurant ne contient pas l'origine, eh bien, si l'on fait une dilatation, des cas où la dilatation peut diminuer la valeur du pixel. Donc, cette propriété d'extensivité, très importante, si l'élément structurant contient l'origine, cela permet dans certaines configurations de vérifier au moins le résultat en vérifiant que si on fait une dilatation par un élément structurant contenant l'origine, eh bien que les niveaux de gris des pixels ont augmenté. Le maximum et le minimum de deux images sont définis ainsi. Donc le maximum de l'image I et de l'image J sera une image où chaque pixel P de le maximum sera le maximum entre la valeur de P dans l'image I et la valeur de la valeur de P dans l'image J. Donc le maximum est noté ainsi et le minimum noté ainsi est pareil. Pour chaque pixel P de l'image résultat, donc le minimum de l'image I et de l'image J en P sera égal au minimum du pic de la valeur de P dans l'image I et de la valeur de P dans l'image J. On fait donc le minimum des images pixel à pixel. Ici, nous avons une image I et une image B, les mêmes I et B que sur l'exemple précédent, et nous allons construire le maximum de I et B. Donc le maximum de I et B sera une image de la même taille que I et que B. Donc pour pouvoir faire le maximum ou le minimum de deux images, il faut déjà que les deux images aient la même taille. Et le maximum de I et B consistera simplement à prendre le maximum
des pixels de I et de B à chaque fois qui sont à une certaine position. Donc pour commencer, nous allons par exemple commencer... Alors, pardon. Pour commencer, nous allons regarder le pixel souligné en vert, qui consiste au pixel en haut à gauche dans chacune des images. Pour I, sa valeur est 45. Pour B, sa valeur est 45. Son maximum est donc 45. Le maximum de 45 est 45. Le pixel souligné en rouge, le pixel en haut à droite, eh bien dans I, sa valeur vaut 56. Dans B, il vaut 37. Le maximum de 56 et 37 est 56. Pour le pixel en bas à gauche, dans I, il vaut 81. Dans B, il vaut 71. Le maximum est donc 81. Et enfin, le pixel en bas à droite, dans I vaut 70, dans B vaut 87, le maximum est 87. Et voilà comment on obtient le maximum des deux images, en faisant le maximum pixel à pixel de nos deux images. Pour le minimum, on fait de même, si ce n'est qu'il faudra faire le minimum pixel à pixel. Donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause et calculer vous-même le minimum de I et de B. Alors de retour, le minimum de I et de B, qui est donc le minimum pixel à pixel, vaudra 45, il vaudra 37, il vaudra en bas à gauche 71, et en bas à droite, il vaudra 70. Voilà. Voilà pour le minimum de I et de B. Alors nous avons une propriété importante, c'est que I est forcément inférieur ou égal au max de I et de n'importe quoi. Et I est forcément supérieur ou égal au minimum de I et de n'importe quoi. Pareil pour B. Il est forcément inférieur ou égal au max de B avec n'importe quoi. Et il est forcément supérieur ou égal au min de B avec n'importe quoi. Nous avons une autre propriété importante, c'est que lorsque nous avons I inférieur ou égal à A, eh bien, nous pouvons, et vous pouvez vérifier par le calcul, nous pouvons être sûrs que le max de I et de A sera égal à I, et le min de I et de A sera égal à A. Vous pouvez vérifier par le calcul cette propriété. Et on possède une propriété de décomposabilité plus forte que celle déjà vue. Cette propriété nous dit que si l'on peut décomposer un élément structurant comme le maximum de deux éléments structurants, eh bien faire la dilatation de I par le maximum de E et de F, ou faire l'érosion de I par le maximum de E et de F, revient à faire la dilatation, donc pour la dilatation, revient à faire la dilatation de I par l'élément structurant E et par l'élément structurant F et de faire le maximum des deux résultats, tandis que faire l'érosion de I par le maximum de E et de F revient à faire l'érosion de I par E, l'érosion de I par F et faire le minimum de ces deux résultats. L'intérêt de cela est que il est beaucoup plus facile de trouver des éléments structurants s'exprimant comme le maximum de deux autres éléments structurants. De plus, ceci nous dit aussi que pour faire l'érosion de I par un élément structurant un peu complexe qui peut s'exprimer comme le maximum de plusieurs autres éléments structurants, eh bien on va pouvoir faire des dilatations ou des érosions, si on veut calculer des érosions, en parallèle sur les différents cœurs du microprocesseur et ensuite rejoindre les résultats avec des maximums ou des minimums pixel à pixel. Alors, cette propriété, qui consiste à dire que I dilaté par le maximum de E et de F est égal au maximum de I dilaté par E et I dilaté par F, est donc une propriété de décomposabilité plus forte que la propriété vue précédemment, car tous les éléments structurants peuvent se mettre sous la forme de maximum d'éléments structurants. Prenons un élément structurant bizarre,
On va le faire sur 4 colonnes et 3 lignes. Ah, ben j'ai mis un peu trop de... Bah, c'est pas grave, il vaudra 4 lignes et on va tenter de faire 5 colonnes. Voilà, j'ai essayé de faire les colonnes comme je le pouvais. Et donc son origine serait ici par exemple. Voilà, et il vaudrait par exemple 1, 1, 1, 1, 1, et ici on peut par exemple mettre ça et ça. Voilà. Alors cet élément structurant a une forme complètement quelconque, hein, si ce n'est aléatoire, parce que j'ai choisi un peu la position D1 n'importe comment. Je peux même tiens, en rajouter un qui ne se connecte pas aux autres. Comment cet élément structurant peut-il se décomposer en éléments structurants fonctionnant par colonne dans notre image, ou fonctionnant par ligne dans notre image? Et comment peut-il se décomposer comme un maximum? Eh bien, cet élément structurant, c'est tout simplement, nous allons reprendre la même grille d'éléments structurants. Voilà. En prenant soin d'effacer les valeurs. Voilà. Cet élément structurant, c'est donc, on peut le voir comme cet élément structurant qui n'a que des 1 dans une colonne. On fait le maximum de cet élément structurant avec cet élément structurant, avec cet élément structurant, avec cet élément structurant, et enfin le max aussi avec cet élément structurant. Donc c'est un maximum de ces 5 éléments structurants. Voilà. Si ça, je l'appelle E1, E2, E3, E4 et E5. Voilà. Eh bien, et que celui-là, je l'appelle E, la dilatation de I par E, étant donné que E est le maximum de E1, E2, E3, E4 et E5, eh bien, nous allons pouvoir dire que I dilaté par E est égal à I dilaté par E1, I dilaté par E2, I dilaté par E3, I dilaté par E4, et enfin I dilaté par E5. Et donc, au lieu de faire une dilatation par un élément structurant, on en fera 5. Néanmoins, si l'on regarde E1, E2, E3, E4, E5, eh bien, ces éléments structurants ne regardent que des pixels situés sur des mêmes colonnes. Par exemple, pour traiter les pixels d'une certaine colonne de notre image I, par exemple avec E1, quand on va faire une dilatation de notre image par E1, pour traiter les pixels d'une certaine colonne de I, il faut charger tous les pixels de la colonne, tous les pixels situés sur la colonne 2 crans à gauche de la colonne que l'on est en train de traiter. Donc à chaque fois, on aura à charger notre image colonne par colonne. Et donc si notre image est trop grande pour être chargée complètement, entièrement en mémoire, on pourra, par ce processus, quel que soit l'élément structurant avec lequel on veut faire le processus de dilatation ou d'érosion, on pourra décomposer notre élément structurant ligne par ligne ou colonne par colonne et ne charger dans l'image que les lignes de l'image ou les colonnes de l'image.
Et comme toutes les transformations, ou la plupart des transformations morphologiques reposent sur la dilatation et l'érosion, eh bien, la plupart des transformations morphologiques pourront reposer sur cette propriété pour être exécutées ligne par ligne ou colonne par colonne. Et on peut même, si l'on a plusieurs microprocesseurs, effectuer les différentes dilatations en parallèle. C'est-à-dire que l'on peut faire la dilatation de I avec E1 en parallèle de la dilatation de I avec E2, ou bien la dilatation d'une colonne de l'image par E1 en parallèle de la dilatation d'une autre colonne de l'image aussi par E2. Voilà, donc on pourra paralléliser ça grâce à la propriété de décomposabilité forte que l'on vient de voir, puisque chaque élément structurant pourra se décomposer de cette façon, colonne par colonne ou ligne par ligne.